bonjour, je m'appelle Julie Théa. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Vous aimez les livres, vous voulez découvrir des auteurs, eh bien vous vous trouvez au bon endroit. Avant de continuer, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, abonnez-vous, subscribe. Aujourd'hui, nous avons un nouvel invité. Il s'agit de monsieur Jean-Marc Caron. Nous allons parler de son livre Les enfants de la Pouillerie. Voilà. Bonjour monsieur Jean-Marc Caron. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Enchanté. Alors, nous allons parler de votre livre, Les enfants de la Pouillerie. Livre très intéressant. Mais avant donc de parler du livre, monsieur Caron, c'est un peu la coutume de l'émission, je vais vous demander de vous présenter brièvement au public. Bien, je m'appelle Jean-Marc Caron, je suis à la retraite et j'habite en Dordogne, donc plein cœur du Périgord noir depuis 1976 maintenant, donc ça fait quand même un petit moment. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter de plus. Ouais, super, super. Alors, il est très bien ce livre. Vraiment, pour toutes les personnes qui aiment un peu l'histoire, tout ça, moi j'aime bien. Alors, l'histoire, on revoit Paris, surtout, dans les années d'après-guerre, voilà, les années 50, 60, on se remet là-dedans. Moi, ça me fait justement penser, vous savez, au film en noir et blanc. Oui, quand on revoit l'historique, c'est voilà, vraiment super. Les classiques aussi. C'est ça, c'est ça. Alors, vous dites aux auditeurs un petit peu de quoi vous parlez dans le livre, Les enfants de la Pouillerie. Le livre Les enfants de la Pouillerie, en fait, c'est l'histoire d'une bande de copains au départ, d'adolescents, qui vivent à travers les premières cités qui ont été construites en banlieue parisienne. L'histoire se passe à Aubervilliers, au tout début des... Alors, l'histoire démarre en 1954, un petit peu après la guerre, et les premières cités sont apparues dans les années 57, 58, et après, c'est l'histoire d'un enfant, Vincent. En fait, c'est ma propre histoire. Donc l'histoire de Vincent va grandir dans cette cité pendant les 15 premières années de sa vie. Voilà, ça retranche la vie des quartiers, la vie des cités, la vie des copains, des drames, parce qu'il y a aussi des drames, mais aussi à chaque fois on rebondit, on arrive à s'en sortir, on arrive à rebondir. C'est un petit peu, je n'ai pas voulu faire un livre misérable. C'est un livre où il y a aussi de la gaieté et des coups de poing. Voilà, c'est la vie de gamin de quartier. Oui, ouais, c'est la vie, c'est vrai. Vous savez, en voyant le titre en premier, je vois Les enfants de la Pouillerie. Quelqu'un de l'équipe me l'a proposé en disant, il y a ce livre qui... Les enfants de la... Au début, j'hésitais, je me disais, oh là là, Les enfants de la Pouillerie, je lis le 4e de page. J'ai dit, oh là là, ça va nous ramener à ces années d'après-guerre, oh, des images tristes, vous voyez, des schémas tristes, des récits tristes. J'étais en train d'hésiter un petit peu, j'hésitais. Et puis, non, comme vous dites, c'est pas un roman noir, pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout. Les enfants de la Pouillerie, c'est en fait le titre. Au départ, c'était pas le titre. J'ai choisi ce titre parce que ça m'a vraiment choqué. C'était Chaban-Delmas en 1970 qui a visité les premières cités suite à un drame qui est évoqué à la fin du livre, et qui a parlé de ces enfants qui vivaient dans les bidonvilles, et il les a appelés des enfants de la Pouillerie. Et ça m'a marqué. Donc j'ai choisi ce titre après coup. Excusez-moi, j'ai un chat qui vient loin. Pas grave, il peut participer, c'est pas grave, on aime les chats. Donc le titre, j'ai été choqué parce qu'effectivement les enfants qui vivaient dans les bidonvilles étaient souvent traités de pouilleux, de bouseux, etc. Et ça m'avait vraiment marqué, donc j'ai dit je vais changer le titre, qui était un titre beaucoup plus banal pour moi en fait, entre guillemets, et pour revenir vers ces enfants de la Pouillerie. C'était quelque chose qui me choquait énormément. Voilà. Alors, donc, c'est dans les années 60, vous dites fin 54, c'est là en fait où se mettaient en place les premiers HLM? Tout à fait, ce sont les premières cités, les premiers HLM qui ont été construits, surtout, au départ, ça a été fait pour reloger les habitants de ces bidonvilles. Il y a eu des drames, c'est terrible dans les bidonvilles, et il a fallu trouver des solutions. Alors les politiques s'en sont mêlés,
Il y a eu les journalistes après, les médias, suite à un drame terrible, la mort de 5 Africains dans un foyer de Noirs, et ça a éveillé la conscience un peu populaire. Et suite à ça, on a créé effectivement les bidonvilles. Les gens qui étaient dans les bidonvilles ont été relogés dans des cités. Et les premières cités datent avant, elles sont de 1958, 57, 58. 57, c'est ça. C'est cette vie-là de ces gamins. Alors, si on la compare à la vie d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent que c'était mieux avant. Mais moi, personnellement, il y a des moments où franchement, c'était pas mieux avant. Hein. C'était, il y avait de la violence, il y avait du trafic, enfin voilà, même si aujourd'hui le visage de tout ça a un peu changé. Oui, c'est vrai que c'est quand même étonnant qu'en lisant, on a l'impression d'avoir affaire aux mêmes faits de société qu'il y a actuellement. Comme vous dites, on pense qu'avant, on dit tout allait bien, les enfants étaient sages, il n'y avait pas trop de banditisme, tout ça. Mais non, vous parlez de gangs, les loulous, les gangs dans les cités, c'est pareil. Finalement, je me suis dit, la misère et la violence, ça va ensemble en fait. Tout à fait. Et puis moi je trouve que les cités en soi, c'est quelque chose où il y a une grande promiscuité, une grande pauvreté, et ça engendre plein de choses. Alors effectivement, il y a des faits qui ont changé. Avant, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît maintenant, les trafics de drogue, etc. Ça n'existait pas, ça. C'était autre chose. C'était les vols, les casses, voilà, il y avait plein de choses comme ça. Et les trafics de drogue, c'était le fait de grands banditismes, mais pas ça se passait pas du tout dans les escaliers, ça n'existait pas, ça. C'était autre chose. Alors, les cités donc d'Aubervilliers, vous décrivez évidemment ces cités grises, hideuses, vous dites les grands ensembles. Ah oui, les cités, c'était des grands ensembles, voilà. Les grands ensembles. Et on les appelait souvent, nous c'était les 800, j'habitais dans les 800, il y avait aussi 4000 à la Courneuve, voilà, ça donnait le volume de la cité, quoi. Et les 4000, c'était les 4000 logements, les 800, c'était les 800 logements, etc. C'est ça, de grands ensembles, vous dites, vides de joie et de bonheur. Parce qu'il se passait tellement de choses là-dedans, dans les familles. Je voyais avec mes yeux d'enfant. Hein. Oui, c'était ça aussi. La souffrance que je ressentais en tant qu'enfant. Alors après, en tant qu'adulte, bien sûr, le regard peut être différent. On s'aperçoit que dans ces grands ensembles, dans les cités, il y a beaucoup d'entraide aussi, il y a des associations de soutien, enfin il y a plein de choses qui existent, qui sont positives, et heureusement. Mais moi, vu des yeux d'un enfant qui a grandi là-dedans, personnellement, j'en souffrais beaucoup. Voilà, donc c'était une histoire racontée par Vincent. Vincent qui est un petit enfant. Oui, c'est ça. Vincent, à l'époque, dit on survit dans ces grands ensembles, tout ça. Et puis, mais il y avait quand même, comme vous dites, il n'y avait pas que, de toute façon, dans tout, il n'y a pas que le négatif. Hein. Il y a aussi des bons souvenirs des jardins, les jardins des ouvriers. Ah oui, oui. Les jardins, oui, c'est important, les jardins. Oui, les dimanches aussi. Les dimanches. C'est bonheur pour plus de gens, bien sûr. Oui. Le dimanche, c'était le jour de fête, le jour de retrouvailles. Oui, et puis les gens, je dis les petits vieux, enfin ceux qui étaient à la retraite à l'époque, qui allaient dans les jardins, passer un bon moment un petit peu loin de tout ça. Puis les jardins, c'est quand même un rapport. Il ne faut pas oublier que la plupart des gens avaient des familles nombreuses, c'était des gens qui vivaient dans une grande précarité, et les jardins, ça apportait quand même, ce que je dis, je crois, dans le livre, un peu de beurre dans les épinards. C'est ça, c'est ça, voilà. Tout à fait. Moi j'habitais de l'autre côté, juste en face des jardins, et j'avais cette occasion d'aller souvent dans les jardins, on jouait avec les copains, on se dit dans les allées des jardins, donc c'était un petit peu de verdure pour moi, oui, tout à fait. Oui, et le dimanche, vous dites, le dimanche était tellement un jour de fête que les gens en profitaient, vous dites on était pauvres mais heureux. Parce que à ce moment, les gens savaient profiter de l'instant présent. Oui. Oui, mais même dans les bidonvilles, je reviens aux bidonvilles, j'ai pu discuter maintenant avec des gens qui ont vécu là-dedans, qui ont vécu dans ces endroits quand même très très pauvres, mais ils étaient heureux. Les gamins étaient heureux. Ils avaient peu de choses pour jouer, hein, les cajots, on en faisait des roues qu'on collait dessus, etc. Mais les gamins étaient heureux. Ils ne souffraient pas comme les adultes en tous les cas, c'est sûr. J'ai remarqué effectivement, il y a 3 cas
en lisant le livre, donc vous parlez déjà des cités, les enfants de la cité, vous parlez des bidonvilles où se regroupaient beaucoup d'immigrés et même des immigrés venus d'Europe. La plupart des gens qui vivaient dans les bidonvilles venaient d'Espagne, Portugal, mais c'était pas du tout comparable avec ce qui se passe maintenant. Ce sont des gens qu'on faisait venir pour travailler. Ils étaient en règle, ils avaient des papiers, ils venaient pour travailler, mais ils étaient logés vraiment dans des conditions. Dans des conditions, oui, tout à fait. Je vais en profiter, je vais lire un petit passage qui explique vraiment les conditions à l'époque, hein, quand même infectes, dans lesquelles, parce que vous nous décrivez la cité, tout ça, les bâtiments, des HLM que vous n'aimez pas, mais Vincent, voilà, dans un groupe quand même, avec les prêtres, les curés à l'époque, allaient aider ces personnes, les immigrés dans les camps, dans les bidonvilles. Et il dit à un moment dans le livre, notre société moderne a aussi ses esclaves. Parce qu'à l'époque, en allant dans les bidonvilles, on se rendait compte qu'il y avait plus pauvres. C'est que dans les cités, déjà, Vincent se plaignait de la misère, de la pauvreté, mais en allant dans ces bidonvilles, il se disait, mais dis donc, il y en a plus pauvres que nous, et les pauvres vont aider les pauvres. Les plus pauvres. Alors, un exemple pour un petit peu montrer à l'époque comment ça se passait, parce que maintenant on voit Paris, on a quand même du mal à imaginer comment c'était à l'époque, dans les années 60. Donc dans ces bidonvilles, c'est ici. On se lave comme on peut. Parce que Vincent part avec les curés qui allaient apporter à manger, des vêtements aux enfants de temps en temps, et puis demandait aux familles leurs conditions de vie. Alors, une des familles, le chef d'une famille dit, on se lave comme on peut, dans une bassine, à l'eau froide qu'on va chercher au robinet. Quand le robinet est cassé ou gelé, les pompiers nous amènent alors une citerne. Le robinet, nous l'avons depuis cette année. Avant, il fallait aller chercher de l'eau à Corentin-Cariou. Une corvée épuisante. Corentin-Cariou, c'était loin de la cité. Oui, tout à fait. Oui. Parce que là, le bidonville dont je parle, ça se situe le long du canal à Aubervilliers. Et Corentin-Cariou, c'est plus éloigné. Il fallait que les femmes, bien souvent, aillent chercher à pied l'eau. Il y avait il n'y avait qu'un seul robinet qui avait été mis pour des centaines de gens qui habitaient dans... Oui, bien c'est ça. Après, il dit, l'eau potable, on se la réserve surtout pour boire. Pour se laver, on récupère l'eau des caniveaux. Et à un moment, Vincent pose la question à l'homme, comme il dit qu'il semblait gêné, parce que quand même, à cet instant, dans des moments pareils, l'homme quand même sent qu'il perd sa dignité humaine, donc forcément il est gêné, parce que Vincent demande comment ils font pour les toilettes, tout ça. Il lui dit un pot, nous avons un pot pour toute la famille et nous le vidons directement dans le canal. Tout le monde fait ça, on est obligé. Oui, vous voyez, c'est idée que ça. Oui. Et nous, dans les cités, quand on se rapporte aux HLM, les HLM, c'était le luxe. C'était le luxe par rapport... Il y a les bidonvilles, mais il n'y a pas que les bidonvilles. Il y avait plein de baraques à Aubervilliers qui ne possédaient pas de salle de bain, qui n'avaient pas accès à l'eau chaude, rien. Ils se lavaient dans des bassines de la même façon que dans les bidonvilles. Hein. Ils se lavaient aussi dans des bassines à l'extérieur, quand il faisait beau, à l'intérieur c'est froid, mais il n'y avait pas cet accès. C'était plein de baraques en fait, très pauvres, très précaires. Mais pas que les bidonvilles. Et nous, dans les HLM, c'est pour ça que les premiers habitants des HLM étaient vraiment heureux, parce qu'ils avaient, c'était le luxe. Le logement tout neuf, voilà. Une baignoire, l'eau courante, le chauffage, enfin voilà, c'était le luxe. Hein. Oui, et c'était les sabots à l'époque, les sabots, vous savez, les petites baignoires, les sabots, on les appelait. Oui. C'était des baignoires sabots, tout à fait, qui faisaient l'angle dans une petite salle de bain qui était dans l'angle. Wow. Et puis on était heureux avec ça. Oui. C'était le luxe à l'époque. Oui, c'était le luxe. Comparé aux personnes des bidonvilles. Oui.
Et aussi, il y a plein de gens qui vivaient dans ces baraques. Hein. Nous, l'école où j'allais enfant, était autour, il y avait d'un côté la cité, et devant l'école, c'était plein de baraquements. Et au fur et à mesure, ça s'est construit aussi, mais c'était plein de baraquements à l'époque. Oui, à un moment, vous parlez des personnes aussi qui vivaient dans une gare abandonnée, c'est ça? Oui. C'est pas une gare, c'était des wagons. C'était des wagons qui avaient été placés, il y en avait derrière l'église. Derrière l'église, il y avait aussi des préfabriqués qui avaient été mis pour les enfants qui allaient au catéchisme. Et derrière, à côté, il y avait des wagons SNCF, dans lesquels vivaient aussi des familles entières. Hein. C'était intéressant parce que c'était des gens qui, encore une fois, étaient dans des conditions quand même précaires. Mais il y avait des fleurs de banc, il y avait des petits rideaux aux fenêtres. Là, on sentait qu'il y avait de la vie et pas obligatoirement des gens qui étaient malheureux. Alors, c'était le deuxième groupe. Maintenant, le troisième groupe, justement, c'est le groupe des jeunes travailleurs africains qui, encore comme vous dites, vivaient carrément dans un taudis parce qu'ils se faisaient louer un espèce de centre d'immeuble où ils étaient 50 personnes dans 5 pièces. Et là... Oui, ils étaient complètement entassés dans des pièces. Nous, on y avait été avec les copains, hein, que je raconte aussi dans le livre. On avait été, parce que les curés allaient leur rendre visite assez souvent. On les avait suivis pour fêter les anniversaires et tout. Et peu de temps après, il y a eu ce drame de 5 Africains qui sont décédés suite à l'asphyxie, en fait. Ils mettaient des poêles à chauffer. Mais parce qu'il n'y avait pas d'électricité, vous le dites, pas d'électricité en plein hiver. Non. Pas de chauffage, je veux dire. Vous n'avez pas de chauffage. C'était vraiment, alors là, c'était des gens qui étaient complètement, c'était de l'esclavage, hein, et il n'y avait pas que, je parle de ce foyer-là, mais des foyers, des taudis comme ça, il y en avait plein, hein, quand même sur Aubervilliers et puis dans d'autres régions parisiennes, donc c'était monnaie courante. Hein. C'était l'esclavage après-guerre, et puis dans les années 60, début des années 70, jusqu'à ce drame, et ensuite, ça a éveillé les consciences, mais en même temps, ça n'a pas changé la face des choses, parce que les faits ont continué à durer. Oui, c'est ce que je vois, parce que le drame dont vous parlez date de 1970. Ça a marqué les esprits, parce que c'était au mois de janvier, au 1er janvier. Donc, ça a été, peut-être encore arrivé à un autre moment de l'année, peut-être que ça aurait été moins marquant. Mais en 1er janvier, ça avait beaucoup marqué. Ça faisait en 70 déjà, ça se passait, mais ça a continué, hein, parce que j'ai l'impression, si j'ai bonne mémoire, il me semble que dans les années 2000, peut-être 90, il y avait un drame pareil en plein Paris. Oui, non, mais aussi. Pour ça que une famille pareille, une famille africaine, malienne, je crois, et des enfants, dans les victimes, il y avait des enfants. Hein. Bien sûr, oui, mais ça continue encore de nos jours. Il suffit de regarder comment on loge ces gens sous les ponts, sous les wagons, le long des périphériques. Enfin, la population a changé, mais les faits sont les mêmes. C'est toujours des mal logés, c'est toujours de l'esclavage, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Et toujours, on retrouve toujours ces bailleurs aussi peu scrupuleux qui louent des appartements défectueux aux personnes. Hein. Oui, ce sont les marchands de sommeil, ils existent toujours et ils existeront encore. Et en plus, ce qui se passait, parce que le fait de louer ces baraques, ces maisons, comme ça, ces taudis, ça existait aussi à l'intérieur des bidonvilles. C'était terrible quand on avait appris ça, parce qu'il y avait des gens qui étaient dans des bidonvilles et qui louaient l'espace qu'ils habitaient à d'autres personnes qui étaient issues de même pays qu'eux, hein, et qui louaient. Les bidonvilles se louaient. Et ça, c'est quelque chose de terrible. On a du mal à imaginer ça. Ah là là, comme vous dites, c'est des choses qui continuent, hein. Ça c'est sûr. L'autre, il y en a qui profitent toujours de la misère du plus petit, d'un plus petit. La nature humaine, hein, elle est vraiment... C'est pas le bon côté. Oui. Et puis, il y a de bons souvenirs aussi. Vous parlez à l'époque des loisirs pour les enfants. Il n'y avait pas beaucoup de loisirs, c'est pas comme maintenant les jeux vidéo, tout ça, mais c'était de bons loisirs, de bons souvenirs. Moi, je me souviens, j'ai joué aux billes, moi. C'était pour les garçons, parce que vous dites les loisirs pour les filles, en général, c'était la marelle et l'élastique.
Et pour les garçons, c'était les billes et les osselets. Les osselets, je ne sais pas ce que c'est. C'était soit devant sur le parking ou en bas de l'escalier quand il faisait moins bon. Puis en bas de l'escalier, c'était pratique parce que ça glissait bien sur un sol oui, lisse. Donc c'est très lisse. Et dehors, bah oui, on jouait beaucoup aux billes, il y avait des patins à roulettes aussi, je ne sais pas si j'ai tout mis, enfin, il y a plein de souvenirs qui sont quand même, heureusement, qui sont de bons souvenirs. Oui, 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 oui. C'est de bons souvenirs. Vraiment, j'ai revu la marelle, l'élastique. C'est rare maintenant, je me dis, vraiment, on a perdu des choses. Maintenant, on voit un gosse, il est devant son appareil, sa tablette. On se retrouvait tous en bas, sur le parking ou le long du parking. On jouait, bon, tout le monde ne s'entendait pas pour autant, il y avait des fois des toujours gueules, mais au moins il y avait une vie sociale. Et ça, c'est intéressant parce que les gamins n'étaient pas isolés de chez eux, devant l'ordinateur ou devant la console en train de jouer, ça c'est sûr. Et quand je dis que on partageait tous à peu près les mêmes choses, parce que quand on était en bas, et que j'en parle, je crois, à un moment donné, quand on nous criait qu'il y avait Zorro, oui. On montait dans les étages pour aller voir le Zorro, qui n'a pas aimé Zorro, oui, tout à fait, c'est ça. Oh oui, super, vraiment très 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 bon récit. Au départ, c'était pas du tout un livre, c'était mes notes, mon brouillon, j'avais écrit ça en 88, dans l'intention justement de ne pas oublier, de ne pas perdre cette mémoire. Il y a des faits aussi que je voulais relater sans m'apitoyer dessus et sans rester dessus. Donc je me suis dit, il faut que je l'écrive. Alors j'avais écrit ça à la main pendant une période où je n'avais pas travaillé. Et puis ce sont des feuilles volantes qui étaient dans un classeur. Et lors du premier confinement, je me suis dit, l'écriture commençait par endroits à devenir invisible. C'était au feutre et tout. Il faut que je le remette sur l'ordi parce que sinon ça va se perdre. Voilà. Et c'est un peu l'histoire de ce bouquin. Et je l'ai donné à lire pour critique, simplement pour avoir un avis à une maison d'édition. Puis voilà, ils m'ont dit on va le publier. Ah oui. Si, ça en vaut le coup. Il est vraiment bien écrit, vraiment super bien écrit. Comme je dis, tous ces faits qui nous rappellent Paris des années fin 50, 60, 70, c'est des choses, ça reste, il faut que ça reste. C'est des documents d'archives, ça. Vous voyez, comme vous dites, c'est... J'ai des copains, des amis que je vois, qui ne connaissaient pas ça. Il y en a un qui a acheté le livre et il m'a dit c'est extraordinaire, surtout sur le passage qui concerne les bidonvilles. Dis-moi, ici dans ma campagne, je n'étais à milieu d'imaginer que ça pouvait exister. Ils avaient une autre vie et la vie qu'on a ici n'a rien à voir avec la vie de ces cités. Et voilà, donc il avait été assez bouleversé notamment par ce passage-là, ce chapitre. Non, mais c'est super, parce que vraiment, on en apprend. Vraiment, merci, c'est vraiment un beau livre, mesdames et messieurs. Découvrez-les, les enfants de la Prieuré. Alors, la Prieuré, quand même, d'après ce que j'ai lu, quand vous expliquez, surtout dans ces enfants, parmi ces enfants qui habitaient les bidonvilles, vous expliquez, c'était vraiment pas... c'était tout de la boue partout. Les pauvres avaient de la boue, voilà, ils souffraient des railleries des autres enfants à l'école, voilà, il y avait les poux aussi, et on les appelait les enfants pouilleux. Donc, nous... dans les classes, c'était souvent la chasse aux poux, et puis malheureusement, c'était ces enfants-là qui étaient toujours montrés du doigt, c'était eux qui étaient accusés de ramener les poux à l'école, même si c'était pas obligatoirement vrai, parce que les poux, ça circulait à l'époque. Bien sûr, donc, mais c'était... et puis ce terme avait été repris quand même un homme politique d'importance à l'époque. Et ça, c'était pour moi, c'était pas vraiment, c'était pas un bon terme. C'est pour ça que j'ai repris les enfants de la pouille. Ouais, les politiques reprennent toujours, vous savez, vraiment franchement un politique, voilà, dire ça, est-ce que ça avait arrangé les choses aussi? Des fois, ils utilisent des termes aussi, quand il faut faire de la com'. Mesdames et messieurs, découvrez, il est vraiment à lire, il est très très bien écrit, l'écriture est limpide, vraiment, Monsieur Caron a un style d'écriture simple, limpide, vraiment, oui, vraiment, pas de souci, on le lit très facilement, tellement c'est clair. C'est clair. C'est le but, vous voulez que tout le monde puisse le lire, et surtout ces enfants-là des cités encore aujourd'hui. Ils ont accès d'une grande facilité au livre.
Voilà, le message est bien passé. Et Monsieur Caron, vous dites aux auditeurs où est-ce qu'on trouve le livre, ou est-ce que vous avez un nouveau livre en cours? Est-ce que vous avez, voilà, quelque chose de nouveau à... Depuis ce livre, j'en ai un autre qui est sorti, Les Naufragés, la même maison d'édition, édition La Coursière qui est au Canada. Et j'en ai un qui doit sortir demain ou après-demain. On peut le trouver sur à la FNAC, sur Amazon, voilà. Celui-là il est sorti l'année dernière et l'autre aussi d'ailleurs. Ils sont sortis tous les deux l'année dernière, je dis bien. Et il y en a un qui va sortir, qui, voilà, qui a été validé par mes soins il y a quelques jours et il doit sortir. C'est Le Grand Saut. Le Grand Saut qui doit apparaître, voilà, dans les jours qui viennent. Le Grand Toujours Saut. pareil, aux éditions de La Coursière. D'accord. Ben, on va regarder ça. On va regarder ça. On aime vraiment votre style d'écriture et c'est super. Voilà, mesdames et messieurs. Dans le même style. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous espérons que cette intervention de monsieur Jean-Marc Caron, voilà, vous incite à découvrir son livre, à le lire. Je vous dis déjà, vous ne serez pas déçus. Revoyez ce Paris en noir et blanc. Moi, c'est vraiment le portrait, ça me donne ces images en noir et blanc de Paris, voilà, des années d'après-guerre. C'est à lire. Il est vraiment à lire. Voilà. Merci à vous, Monsieur Caron. Merci. On espère vous revoir très bientôt sur notre plateforme avec un nouveau roman. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt. Merci à vous, Monsieur Caron. Merci. Merci, au revoir. Alors, mesdames et messieurs, nous avons bien écouté l'intervention de monsieur Jean-Marc Caron par rapport à son livre « Les enfants de la Pouillerie ». Vraiment, c'était une époque, je ne dirais pas la belle époque, mais lui, il le ressent comme étant une belle époque quand même, parce qu'il a écrit le livre avec ses souvenirs, le regard d'un enfant par rapport à une époque. C'est vrai qu'il traduit ses difficultés de logement, la misère au niveau des familles, tout ça, des immigrés, les parents qui travaillaient dur pour des salaires de misère, Vincent qui voyait à peine son père parce que le père travaillait tout le temps. Voilà, il y a tout ça, il écrit plein de choses. L'alcoolisme aussi, l'alcoolisme, ouais, dans les familles, les hommes surtout. Voilà, beaucoup d'alcoolisme. Et il y a les bons souvenirs, les ambulants, les marchands ambulants qui passaient, voilà, en dessous des immeubles pour vendre le tout, hein, les glaces, les pains, les tapis, tout ça. Et puis, quoi, j'ai oublié de lui demander d'ailleurs, il parle, l'accent, je ne sais pas si c'est l'accent ou c'était une façon de dire à l'époque pour dire il disait he. Alors, il écrit dans le livre Y pour dire il. Donc, voilà, il nous ramène un petit peu, hein, vraiment dans le langage de l'époque, hein, la façon de dire les choses. Et puis, voilà, en gros, c'est ça. Et puis, ce drame, on en finit pas avec cette histoire de logement, surtout à Paris. Voilà, des logements de fortune, là, il y a toujours de ces bailleurs peu scrupuleux qui sont prêts à vendre, à louer, je veux dire, qui sont prêts à louer, mais vraiment n'importe quoi aux personnes. Et c'est vraiment grave parce que le problème ne se règle pas. Vous voyez, il en parle depuis ça date des années 70 et ça continue de savoir que des gens meurent dans des drames pour des mauvais logements. Il y a eu cet incendie où il y avait une famille malienne, des enfants impliqués là-dedans, morts dans un incendie pour des logements vraiment mal famés, comme toujours. Mal famés. Vraiment, lisez le livre, très 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 intéressant. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. Merci.